Merci beaucoup aux organisateurs. Désolée pour mon absence ce matin. J'ai été requise à un autre colloque et merci Frédéric pour la préparation de la modération. Oui, alors moi je vais essayer de poser une question de recherche qui me vient et qui va porter sur les recommandations des sociétés savantes pendant la pandémie de Covid-19. Donc, je voulais repartir du texte très important du 16 novembre 2020 là, du CCNE en soulignant trois apports, à mon avis, fondamentaux pour nous aider à penser et à préparer la suite. C'est il a mis l'accent sur le fait que la prise en charge et l'accès aux soins de l'ensemble des malades s'articulaient dans un continuum de priorisation et de rationnement des ressources à l'échelle du système de santé. Bon, ça a été l'objet de la journée. Et il mettait aussi l'accent sur le fait qu'il fallait penser de manière distincte un rationnement pour chaque catégorie de patients, avec des jauges Covid, non Covid, mais aussi chaque catégorie de patients, ça veut dire entre pathologies. À mon avis, c'est ça qui a voulu être signifié en fonction de chaque région, de chaque établissement, et j'imagine en fonction voilà, des besoins et de l'offre. Et c'est là-dessus que je vais un petit peu revenir. Et puis, deuxième niveau, il fallait distinguer donc de cette réflexion par catégorie de patients et de pathologie, la réflexion sur le triage interindividuel pour des patients au cas par cas ayant besoin d'une même ressource. Paul Lou, tu peux passer. Merci beaucoup. Et donc, ça a été l'objet de la journée. Donc, ce qui m'intéresse, c'est que à l'échelle intermédiaire, celle des établissements de santé, des CHU, de territoire ou de région, s'est imposée la question, à la lumière des déprogrammations des patients Covid moins, la nécessité de déterminer des ressources entre Covid plus et Covid moins, mais aussi, c'est la ligne suivante, parmi les patients Covid moins, quelle catégorie de patients, de pathologies, d'interventions de santé, de services hospitaliers ont été priorisés ou doivent-ils être priorisés dans la perspective de vagues futures de cette pandémie ou d'une autre. Ce qui ouvre encore à une échelle plus inférieure la question de savoir si au sein d'une spécialité médicale ou chirurgicale, il faut prioriser les pathologies, les situations cliniques, les patients sur des critères qui sont différents du temps ordinaire. Parce qu'évidemment, comme ça a été rappelé, comme c'est bien connu, cette priorisation existe en temps ordinaire avec le critère du plus grave qui est priorisé normalement. Et puis, donc, se décline ensuite cette question des critères de priorisation et des outils à forger pour le tri interindividuel, ce qui pose la question du degré de procéduralisation. J'ai repris le mot dans l'argumentaire, je ne sais pas s'il existe vraiment, selon quel degré de procéduralisation appliquer ces critères, puisque va se poser la question de savoir, une fois qu'ils auraient été écrits et discutés, comment les professionnels de santé sur leur terrain se les approprient, quelle marge de manœuvre ils ont, quelle place il y a pour l'expertise clinique individuelle et l'éthique du soin face aux patients individuels. Donc, en fait, c'est les trois derniers niveaux dans ma diapo qui m'intéressent. Et notamment, puisque c'était aussi la demande dans ces trois niveaux-là, comment faire des outils de procédure, comment les écrire, les élaborer. Diapo suivante, s'il vous plaît. Alors, évidemment, je crois qu'avant de parler des procédures, il faut rappeler le malaise qui est le nôtre. Et évidemment, rappeler qu'il y a des valeurs qui sont négligées et remises en cause par le triage, notamment le triage interindividuel, mais aux autres niveaux, bien sûr, aussi entre les pathologies, s'il y en a un. Les valeurs qui sont négligées ou remises en cause, l'égalité, c'est la première, celle qui nous enjoint de ne pas hiérarchiser les vies, de traiter les patients de la même manière, de donner des chances égales à tous et qui ouvre sur la question de l'équité. Deuxième valeur, deuxième valeur remise en question, l'autonomie de la personne malade, qui risque de n'être ni informée ni consentante. Je ne dis pas que ça a été le cas. J'expose juste les valeurs remises en cause par le triage.
La troisième, c'est l'autonomie des professionnels de santé qui risquent de devoir se conformer à des critères d'assignation auxquels ils n'ont pas participé ou qu'ils ne comprennent pas toujours ou qui les étonnent, les indignent, les met moralement justement mal à l'aise et ils risquent d'être privés de l'évaluation clinique et de la décision individualisée selon les patients. Le triage aussi, toujours sur un plan général, remet en cause la loyauté du médecin envers son patient, qui est normalement le guide de la pratique médicale, de l'engagement du médecin ou de l'équipe médicale à agir dans l'intérêt de ce patient qu'il a en charge. Plus largement, cela remet en cause la confiance des usagers envers la médecine et le système de santé. Et également, ce qui peut être remis en cause dans une situation de catastrophe, guerre, pandémie, c'est l'habitude de payer les ressources et les règles habituelles de propriété et de paiement de ces ressources. Ce qui renvoie à des questions qui sont aujourd'hui posées autour du commun et par exemple des vaccins comme bien commun ou des brevets des vaccins comme bien commun. S'il vous plaît, Paul Loup. Merci. Mais, et c'est là où je voudrais en arriver, le triage et notamment son aspect procédural sont aussi porteurs de valeur. Alors, avant d'arriver à mon dernier point de la diapo qui porte sur les procédures, les valeurs qui sont portées par le triage, donc au-delà des légitimes questions, c'est le fait que l'on a exposé plus tôt, en particulier celle que Florence Juseau a très bien explicitée, il y a une valeur toute simple qui est que le triage, quand il est justement pensé, discuté, explicité, eh bien, en soi, est une explication des questions, est une explication de la rareté, voire de la pénurie, et oblige à une discussion des principes éthiques à l'œuvre. C'est-à-dire qu'on ne peut plus faire de manière implicite. Le triage aussi priorise la vie humaine. L'ensemble des systèmes de triage que l'on trouve dans la littérature médicale, dans la médecine de catastrophe ou d'urgence, l'ensemble des systèmes de triage priorisent les patients qui ont un besoin de traitements vitaux, même si en même temps, ces systèmes admettent que l'on peut ne pas offrir ces traitements à certains patients s'ils sont trop gravement atteints afin d'allouer ces ressources à d'autres qui, moins atteints, pourraient en tirer plus grand bénéfice ou être sauvés. Et cela même au prix de vie individuelle. Les autres valeurs, la santé, qui fait que les systèmes de triage font attendre les patients les moins urgents et les moins graves. Autre valeur portée, l'efficience, l'utilisation efficiente des ressources, qui fait que l'on va rechercher à diriger les ressources vers ceux qui ont le plus besoin et qui pourront tirer le bénéfice. Et enfin, l'équité. Les systèmes de triage prescrivent de rechercher la justice. Et aussi, deuxième point, une fois qu'un système a été formulé, de suivre les règles édictées. Une des conditions éthiques du tri, c'est qu'une fois qu'il a été pensé, lors de son application, il est important de se conformer à l'assignation des patients aux catégories définies et de standardiser les procédures pour éviter l'arbitraire et les erreurs et pour garantir l'impartialité. L'impartialité qui, justement, ça peut être difficile à concevoir, mais est aussi un gage d'équité. Hein, le fait que, selon les endroits, selon les professionnels, selon la fatigue, on ne remette pas de manière arbitraire les critères du triage. Ça a été très bien expliqué, par exemple, par Jean-Hervé Bradol et Marion Pécher, dans le bouquin qu'on a édité en 2014, La médecine du tri, avec Guillaume Lachenal et Vinky Nguyen, l'impartialité et la rationalité comme des valeurs inhérentes au triage. Diapo suivante. Et donc, voilà, en fait, là, je vais juste exposer devant vous des questions de recherche qui sont pour moi en cours. C'est que je me demande justement, une fois que l'on comprend combien l'écriture des procédures sont cruciales et éthiques en elles-mêmes, je me demande comment les sociétés savantes ont élaboré les recommandations de priorisation entre les patients lors de l'émergence de la pandémie. Et pourquoi je me demande ça? C'est parce que toutes les spécialités hospitalières
se sont tout à coup vues soumises à une limitation des ressources et conduites à un exercice éthique inédit de définition de leurs priorités. Et parmi les questions que je me pose, c'est bien sûr en quoi les critères de priorisation ont évolué au fil de la crise, mais plus précisément, quels ont été les apports et la présence de la réflexion et des principes éthiques dans ces écritures, dans ces élaborations. Comment est-ce qu'elles ont joué effectivement de manière pratique comme outils procéduraux? Comment les professionnels se sont appropriés ces outils ou pas? Et quels dispositifs organisationnels pratiques, notamment en lien avec les patients, c'est-à-dire dans la relation avec les patients et l'entourage, par exemple, ont été mis en place pour les traduire, pour les mettre en œuvre? Ouais, c'est des questions. Alors, donc, je vais prendre 2 exemples de recommandations. La première, elle est connue et je vais du coup revenir sur ce qu'a dit un tout petit peu Sophie. Et, quand on regarde les recommandations en réanimation en France qui ont été écrites en mars 2020, c'est vraiment très intéressant parce qu'on a l'exemple d'une tentative de expliciter un cadre éthique donné aux décisions de priorisation. Alors cet exemple, il vient du fait que la priorisation, elle est coutumière en réanimation. Mais néanmoins, il s'agissait quand même d'une situation inédite et donc les professionnels se sont saisis du caractère exceptionnel de la situation. Ils ont écrit noir sur blanc qu'il y avait une rupture d'équilibre entre les ressources et les besoins, un risque de saturation des services et une exigence de justice et d'équité. Et donc, ils se sont mis à expliciter la tension inhérente au tri et à chercher à expliciter, pondérer et combiner les principes éthiques en tension. Par exemple, ils ont écrit qu'il s'agissait de relier dans la décision médicale individuelle la prise en charge individuelle du patient avec la prise en compte de la situation sanitaire collective. Donc, par exemple, ils disent, les éléments de réflexion qu'ils proposent doivent inciter à une décision personnalisée, d'accord, mais aussi adaptée localement au fur et à mesure du temps en fonction des organisations sanitaires, des ressources matérielles, des ressources humaines et des retours d'expérience. Diapo suivante. Donc, ce qui fait que ces recommandations témoignent bien d'un basculement vers la pratique. Il s'agissait bien dans ces recommandations de prioriser les patients qui guériraient s'ils étaient traités sur ceux qui pourraient ne pas guérir même s'ils étaient traités. Et en cela, les recommandations françaises recoupaient les systèmes de triage qu'on peut lire dans la littérature médicale et aussi dans l'article qui est paru dès le mois de mars 2020 de spécialistes d'éthique du triage que sont Emmanuel et Persad qui écrivent depuis des décennies là-dessus. Et du coup, ce qu'on voit bien, c'est qu'une fois donc pris en compte la saturation et la rareté des moyens, on éprouve le besoin, les professionnels éprouvent le besoin de fournir un outil procédural qui est le score de fragilité clinique en vue d'une procédure standardisée et impartiale qui est caractéristique du triage. Les recommandations témoignent bien d'une bascule vers la pratique du tri et qu'elles cèdent d'un outil procédural qui va être commun, standardisé et va aider à un triage impartial et qui comprend donc l'âge du patient, la fragilité, les comorbidités, l'état cognitif, enfin, la cinétique de dégradation et l'état clinique actuel du patient. Diapo suivante. Et en même temps, et c'est là que je rejoins ce qu'a dit tout à l'heure Sophie, c'est que cette tentative d'explicitation qui est courageuse des principes éthiques du triage, en mettant en avant seulement les critères biomédicaux, tend à effacer le tri. Et comment cela se traduit dans l'écriture des recommandations? Cela se traduit par 2 choses. La mise en avant du principe de non-malfaisance et le refus de l'obstination déraisonnable qui fondent les limitations et retraits de traitement de suppléance vitale, c'est-à-dire le fait qu'il est licite, là je cite le texte, de ne pas admettre un patient en réanimation quand bien même une place serait disponible, c'est-à-dire qu'il s'agit
de dire qu'on ne refusera pas des lits à des personnes, on ne refusera pas des lits seulement parce qu'il y a une saturation, mais d'abord parce que l'on veut ne pas nuire et donc on veut éviter des traitements qui seraient délétères, non bénéfiques. Et aussi ce qui borne la logique utilitariste du tri, ce qui vient remettre en cause le passage à une logique complète de tri, c'est le fait que les recommandations insistent extrêmement lourdement sur le fait qu'il faut continuer à avoir une prise en charge individualisée de chaque patient, soucieuse de sa singularité clinique antérieure, de son évolution, et surtout ne pas adopter un critère unique qui s'appliquerait de manière générale, celui de l'âge. Et on recommande donc de continuer une éthique du soin individuel avec la prise en compte de la volonté du patient, le confort, l'éthique de l'accompagnement et l'orientation palliative, le maintien de la collégialité du processus des décisions médicales qui doivent rester absolument individualisées et aussi le refus de tout critère lié à l'utilité sociale. Et enfin, on souligne que doivent être pris en compte les besoins de prise en charge de patients non Covid. Donc, ce qu'on voit là, c'est à la fois une tentative d'explicitation de ce qu'est le tri, c'est-à-dire la conciliation de principes éthiques en tension, et en même temps la difficulté de l'assumer, mais enfin difficulté bien compréhensible et bien légitime, en la contrebalançant par l'affirmation qu'on continue une éthique du soin ordinaire, individualisée. Je passe parce que je n'ai pas le temps sur celle-là. Merci, Paul. Deuxième exemple, je me suis intéressée pour comparer, et je commence à regarder cela de près, donc je livre mes interrogations à vos remarques. Je me suis intéressée à une autre spécialité, qui est chirurgicale, du coup, donc qui était percutée de plein fouet par la pandémie, puisque non seulement l'hôpital, mais en particulier la chirurgie, était embolisée, pardon pour le terme, par le Covid, et parce que les blocs donc étaient difficilement accessibles. Et en fait, contrairement à ce qu'a dit Sophie, moi j'ai été surprise, mais favorablement surprise par le fait que des recommandations, par exemple dans cette discipline-là, ont été écrites, mais dès le mois de mars-avril, et que des comités différents de l'association française, de la Société française d'urologie, se sont réunis pour écrire des recommandations, pathologie par pathologie, cancer, calcul, pathologie andrologique, urologie fonctionnelle, pour voir comment à l'intérieur donc à l'intérieur de l'urologie et même donc à l'intérieur de chacune de ces pathologies urologiques différentes, comment prioriser. Alors là où je rejoins, je ne le dis pas tout de suite. Donc le principe commun, ça a été de protéger les patients de la contamination, primum non nocere, et de demander à ce que soit développée la télémédecine et les téléconsultations. Donc ça c'est vraiment intéressant parce que ça nous enjoint pour la préparation pour les coups suivants au fait vraiment à organiser les soins autour de la possibilité de basculer comme ça vers cet accompagnement serré des patients, y compris les plus graves, à distance. Ensuite, donc, ils se sont évertués à penser les déprogrammations, à penser la priorisation à l'intérieur des déprogrammations et des reports. Alors que donc toutes les ressources concernées étaient rendues tout ou partie indisponibles. Accès au bloc, lit, disponibilité des anesthésistes et des plateaux techniques, et que ce soit également non pas seulement chirurgicaux, mais radiothérapie, radiologie interventionnelle, chimio, immuno, etc. Et donc, ils se sont exercés à catégoriser, par exemple, les cancers, mais toutes les autres situations cliniques, les traitements, et à réfléchir sur l'agenda à chaque fois de leur report. Quelques jours, quelques semaines, 3 mois. Alors, et là où effectivement je rejoins pour le coup Sophie, c'est que quand on lit, mais c'est ma première approche et voilà, à discuter et c'est un travail en cours. Ce qu'on voit, c'est qu'effectivement se reproduisent des critères de priorisation médicaux
Et donc, ce qui est pris en compte, d'abord, c'est la gravité, le pronostic, les risques de récidive et de complications, les antécédents. Néanmoins, quand même, l'impact sur la qualité de vie est pris en compte, au moins dans les écrits. Après, il faudrait voir comment dans la pratique c'est mis en musique, mais j'en suis pas encore là. Donc, à la fois, ce qu'on voit, c'est que dans ces recommandations, les temps donc il y a des conditions d'exercice de la médecine qui sont complètement inédites, qui sont prises en compte. Et ça, j'avais jamais lu ça dans des recommandations de sociétés savantes en dehors de la littérature, encore une fois, sur médecine de catastrophe ou de guerre. Sont prises en compte les temps d'occupation des blocs, les techniques d'anesthésie ou d'abord chirurgicales, le besoin de recourir à la réanimation en cas d'effet indésirable de certains traitements, c'est-à-dire est-ce qu'on donne ou pas tel traitement en fonction du risque que le malade ait besoin de revenir à l'hôpital et éventuellement même d'une réanimation. On prend en compte les risques d'exposition du chirurgien et des professionnels de santé au Covid pendant l'intervention et aussi les risques d'exposition du patient selon les traitements, le nombre d'heures ou de jours à l'hôpital, etc. Donc, on entre dans une très grande finesse qui prend en compte les conditions réelles, finalement, de la pratique médicale. Mais, et c'est là donc le point où je rejoins Sophie, c'est que ce qu'on voit, c'est que les critères biomédicaux sont les seuls explicités. Et à part le critère de l'impact sur la qualité de vie, eh bien, d'autres critères propres à la vie du patient, son expérience personnelle, des inégalités sociales ou des inégalités territoriales de santé, et aussi même l'explicitation des principes et des valeurs éthiques en jeu, tout cela n'apparaît pas. Donc, ce qui me fait m'interroger sur la présence et l'éclairage et ou la formation à des questions d'éthique de priorisation pour écrire ces recommandations. Et ma dernière question, c'est je pense qu'un travail serait intéressant pour voir comment les différentes spécialités ont ensuite pu ou non mettre en commun leurs recommandations, comment ils peuvent mettre en commun les références à la fois éthiques et médicales qu'ils prennent, et ensuite, par exemple, à l'intérieur justement d'un hôpital, comment ces recommandations de priorisation sont-elles discutées, mises en commun, mises en pratique entre les spécialités, entre les pathologies? Comment on passe de ces documents qui sont donc des recommandations à une mise en musique à l'intérieur d'un établissement pour catégoriser ou non et prioriser ou non les spécialités, les pathologies et à l'intérieur d'entre elles les catégories de patients. Voilà, c'est des questions qui sont ouvertes et qui me semblent importantes pour voir justement comment à ces niveaux intermédiaires qui était la demande de cette table ronde, on prévoit les choses, on les prépare et on les pense entre spécialités comme à l'intérieur de chacune d'elles. Merci beaucoup Céline, beaucoup de questions supplémentaires et de perspectives à discuter en plus. Je donne tout de suite la parole à Fabrice Xil et on fera cette discussion juste après.